Je pense que la première chose que j'aurais envie de dire, c'est que la police, de toute façon, elle obéit ou bien elle a intériorisé certaines des représentations du roi et de la monarchie, et une des premières choses que j'aimerais signaler, c'est l'obsession royale et l'obsession monarchique face à toute possibilité de rassemblement à Paris, de foule. Ou d'événements qui puissent donner des troubles et ce qu'on pourrait appeler l'ordre public en un sens. Et pourquoi ? Parce que effectivement à Paris tout le monde vit dehors au XVIIIe siècle. On ne peut pas dire qu'il y ait d'intimité vraiment. Donc dans cet espace public où les gens travaillent, vont chercher du travail, vont aux tavernes, sortent des tavernes, vont à l'église, etc. Il y a constamment une foule dehors. Or, c'est vraiment une obsession, le mot est peut-être anachronique, mais une très grande préoccupation de la monarchie, du roi et des autorités et du lieutenant général de police que d'éviter tout désordre, d'autant que, et là je vais citer les textes, pour elle, pour la monarchie, pour le roi, le peuple est, et je cite, inepte, femelle, dit-il par moments, animal, épidermique. Donc, fin de citation. Donc, on a peur de sa fureur. Et la police, bien sûr, et je trouve ça tout à fait normal, c'est une chose ordinaire, a peur de tout soulèvement qui peut se passer dans la rue. Le 18e, il connaît quand même plusieurs périodes d'émeutes assez importantes, qui vont être plus importantes que les événements de rue qu'on connaît chaque jour pour des incidents de rue qui font des attroupements. Mais entre attroupements et émeutes, il y a une différence. Et donc, ce qui est très frappant, c'est qu'à partir de 1720, au moment où des ordonnances de police commencent en fait à pourchasser les mendiants, parce qu'il y a une population errante qui arrive sur Paris, toute une population de gens qui vont devenir mendiants, effectivement, par ordonnance du lieutenant général de police, les mendiants vont être arrêtés. Et les archives montrent à quel point la population a pu se montrer par moments très solidaire, et que contre les archers du guet, qui justement étaient ceux qui réprimaient et qui enlevaient et qui arrêtaient les mendiants, contre les archers du guet, la population forme une révolte vraiment forte et sévère qui va inquiéter beaucoup la monarchie. Après, il y aura, alors je les cite rapidement, il y a l'émeute de 1725, qui est une émeute pour une disette. C'est pas une famine, hein, c'est une disette. Et puis, il y aura 1750, on en parlera tout à l'heure, qui est l'affaire des enlèvements d'enfants à Paris en mai. Et puis, bien sûr, la grande émeute dite la guerre des farines, l'émeute vivrière de 1775. Mais elles ont toutes un sens différent. Aucune émeute ne ressemble à une autre. Aucune n'est la continuité d'une autre. L'émeute de 1750 est certainement très emblématique. Elle était d'ailleurs assez peu connue de l'historiographie jusqu'à ce qu'on puisse trouver les archives, parce que c'est une affaire très particulière, c'est une affaire d'enlèvement d'enfants dans les rues de Paris, c'est-à-dire des enfants qu'on dit polissons, qui troublent finalement l'ordre et qui seront enlevés sur ordre du roi et donc par l'exécution de la lieutenant générale de police et de tout son personnel, par des carrosses qui s'arrêtent en pleine rue, sur les places, sur les carrefours, qui sont effectivement camouflés, dont on ne voit pas par la fenêtre qui il y a dedans, et d'où descendent des archers qui vont enlever des enfants et les emmener dans les prisons. Donc, comme je disais tout à l'heure qu'il y a tellement d'effervescence dans les rues parisiennes, le bruit se répand dans tout Paris de ces arrestations d'enfants, de quartier par quartier, et les gens de la population parisienne, les habitants, descendent pour aller voir les enfants dans les prisons et finalement s'insurger.
la chose va devenir d'autant plus violente que des rumeurs vont se faire tout de suite, comme il y a, comme toujours, des rumeurs dans Paris. Mais celles-là seront vraiment fortes, c'est-à-dire que la rumeur se répand que le roi prendrait ses enfants pour boire leur sang. C'est une première rumeur. Et la deuxième, que le roi, en fait, se servirait de ses enfants pour les emmener vers les colonies et qu'ils seraient indésirables sur le sol parisien. Et donc l'émeute devient extrêmement grave et effectivement si grave que un mouchard, une mouche, c'est-à-dire quelqu'un qui est caché, qui est déguisé et qui dénonce les choses en général et qui est sous les ordres de la police, va être en fait reconnu et donc va être lynché, enfin tué par la foule de façon cruelle. Et à partir de ce moment-là, la répression sera très très forte, durera longtemps et donnera lieu à 2 exécutions, si mes souvenirs sont bons, qui marqueront, je veux dire, c'est un événement qui va marquer énormément non seulement la population, mais le roi lui-même, qui en 1757, au moment de l'attentat d'Amiens, se souviendra de cette peur qu'il avait eue en 1750, de cette rumeur selon laquelle il aurait bu ou il boirait le sang des enfants. La police, en fait, bon d'abord, quand on dit la police, il y a tellement une hiérarchie dans la police, il y a tellement de policiers, il y a des inspecteurs, il y a des commissaires dans chaque quartier, etc. Il y a les inspecteurs de police. Donc, il y a une telle hiérarchie que dire la police, en somme, quelquefois, c'est pas assez clair. Ce que je peux dire, c'est que la police a intériorisé, c'est sûr, les représentations dont je parlais tout à l'heure, d'un peuple qui était de toute façon en état de fureur et donc il fallait contrôler, mais la police est quand même relativement neuve et n'a pas toujours les moyens de ce contrôle et de cette maîtrise, mais elle va avoir des attitudes différentes et pratiquer à certains moments de véritables politiques d'apaisement qu'elle va essayer de tenter. On peut voir dans les archives, on peut rencontrer souvent, surtout le rôle du commissaire de quartier qui, dès que démarre un soulèvement qui va lui sembler peut-être trop violent, va tenter des négociations parce qu'il connaît tous ses habitants, négociations qui marcheront ou qui échoueront. On en verra d'autres qui, très apeurés, car il y en a qui sont extrêmement apeurés, qui quitteront par une porte à l'arrière et qui s'enfuiront. Mais il y aura cette espèce de mouvement, j'allais dire, qui va aussi s'adapter plus ou moins à la forme de l'émeute qui se passe. Je pense par exemple en 1775, au début, ce qu'il y a d'étonnant de lire dans les archives, c'est que les émeutiers sont extrêmement joyeux. Ils arrivent de la campagne, de la vie rurale autour de Paris, et ils arrivent en chantant, ils sont extrêmement joyeux, il y a énormément de femmes, comme dans toutes les émeutes d'ailleurs, et donc au départ, elle ne va pas se méfier. Parce que la joie n'est pas d'habitude ce qui peut caractériser une foule en émotion. Et ce n'est qu'après, voyant le pillage des boulangeries, que les choses ont... Donc il y a une espèce de volonté et d'apaisement et d'adaptation au sens de la révolte et aussi à la façon dont elle se fabrique elle-même. Parce que là, je pense qu'elle improvise, la foule. Hein, et la police, elle est obligée de suivre les improvisations. Après, on pourrait parler des logiques d'improvisation, c'est autre chose. Mais en ce sens, je crois intéressant, je crois important de dire que la police, malgré tout, a intériorisé l'idée que le peuple est homogène, complètement homogène, ce qui est faux, et qu'il est... à la limite absent de pensée, et comme l'aurait dit Jacques Rancière, comme l'a bien expliqué Jacques Rancière dans La Nuit des prolétaires, absent de pensée et absent d'affect. Et c'est peut-être cette absence, qu'on ne peut pas leur reprocher, ça se passe au XVIIIe siècle et c'est comme ça leur représentation, qui fait que par moments, leur violence sera beaucoup plus grande que leur volonté d'apaisement.
La place des femmes dans les émeutes, elle étonne beaucoup nos contemporains. En effet, lorsqu'on parle de ce sujet-là, moi j'ai toujours été frappée de voir nos contemporains très, très frappés de savoir que les femmes étaient très présentes dans les émeutes. Et c'est vrai, elles sont là. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'elles sont là pour des raisons effectivement évidentes. C'est souvent une disette, le prix du pain. Ça peut être aussi comme en 1720, le système de l'eau qui fait qu'effectivement il va y avoir un problème d'inflation énorme, etc. Et qui les touche au premier chef sur le plan économique et où elles vont déjà à ce moment-là demander d'avoir une sorte de liberté économique. Il y a aussi les enlèvements d'enfants. Là, évidemment, elles sont les premières concernées. Mais il y a aussi par ailleurs alors appelons ça une stratégie, en tout cas, quelque chose qui est remarquable dans toutes ces émeutes, c'est que les femmes sont mises devant, elles précèdent l'émeute, très souvent accompagnées de leurs enfants, même très jeunes, se dirigeant en effet vers la police. Derrière, il y a les hommes qui peuvent porter des bâtons ou voilà, des objets, en tout cas, qui sont agressifs. Elles ça dépend des moments et ça dépend quand. Mais en général, la police voit arriver vers elle un flot qui est fait de femmes et d'enfants et qui, bien sûr, est impossible à réprimer immédiatement, ou en tout cas à établir avec elle et les petits un rapport de force qui serait un rapport de force sanglant. Donc il y a en même temps à la fois une évidence qu'elle soit là, mais aussi une stratégie qui fera que, en tout cas c'est ce que je pense, hein, là je deviens subjective, qui fait que ces femmes habituées à ce genre de rassemblement, acquerront une sorte de formation entre guillemets, une sorte d'attitude qu'elles sauront prendre au moment où il y aura les grands rassemblements de 1775, où elles seront effectivement non pas organisées, mais presque, si l'on peut dire. Je veux dire qu'à force d'avoir couru les rues devant avec leurs enfants et d'avoir affronté la police tout en sachant qu'elles allaient intimider la police, elles vont acquérir une sorte de stratégie qui leur permettra, comme elles iront après, beaucoup plus tard, voir le roi, aller chercher le roi. Enfin là, je ne vais pas parler de la Révolution, mais on m'entend. Et je pense que c'est un phénomène qui est très très intéressant, mais qui est double. C'est-à-dire, c'est évident qu'elle soit là, pardon. C'est évident qu'elle soit là. C'est aussi évident que pour les hommes, c'est très important qu'elle soit devant, ne serait-ce que pour que la manifestation, le soulèvement réussisse autant que se peut.